À la une ce soir, la colère des proches de Yohann Adimoulon. Ils ont marché de Petit-Bourg au palais de justice de Pointe-à-Pitre pour réclamer sa remise en liberté. Une délégation a été reçue par le procureur de la République qui a dit comprendre leur émotion. On saura si la justice accède à sa demande dans 3 semaines. Le GTG paralyse toujours la société de transport Carulis. Les bus ne sortent plus des dépôts. Le référé intenté par la direction a été mis en délibéré à mercredi prochain. En attendant, les deux parties campent sur leur position et des milliers d'usagers se retrouvent à pied. Et c'était la journée mondiale de défense et de proclamation des droits de l'enfant. Des dizaines d'élèves des écoles, des abîmes de Bémao et de Pointe-à-Pitre ont célébré l'événement en rappelant que les enfants doivent être protégés, éduqués et défendus. La sécurité et l'hygiène des patients étaient au cœur d'une journée organisée à l'EHPAD Le Sacré-Cœur à Basse-Terre. Cette manifestation a pour but d'améliorer la sécurité des prises en charge afin de faire progresser surtout la culture de la sécurité dans les établissements de soins. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Il avait tenté de se faire justice en tirant sur l'homme qu'il soupçonnait d'avoir cambriolé la ferme Thibou, propriété de sa famille. Yohann Adimoulon, 27 ans, a été condamné vendredi dernier à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Pour le faire sortir de prison, ses proches ont entrepris ce matin une marche pacifique de la mairie de Petit-Bourg au palais de justice de Pointe-à-Pitre. Reportage Nathalie Dinane, Moïse Dexter. Il doit assumer sa part. Par contre, on estime que sa place n'est pas en prison. Et c'est pour cela que la famille a organisé ce sitting devant le palais de justice ce matin, considérant l'incarcération du jeune homme comme étant une injustice. On demande juste un aménagement de peine parce que c'est injuste qu'une personne qui n'a ni profil de tueur, ni profil de délinquant, ni profil se retrouve en ferme directement. C'est pas possible. Il est passé en corporation immédiate comme si c'était quelqu'un qui avait tué quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Non, il a tiré au pied. Il n'avait pas intention de tuer. Il n'a pas tiré viser la tête de la personne. Ils ont pas, comme je l'ai toujours dit, s'il voulait viser la tête, il aurait pu viser la tête. Il a visé les pieds. Depuis l'incarcération de Yohann mardi dernier, la famille, les amis, les voisins et même des inconnus crient leur colère sur les réseaux sociaux. Ils étaient là ce matin. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu porter uniquement un t-shirt ou ni transporter une banderole, mais je suis venu défendre quelqu'un. La maison de Yohann est dévalisée, il tire et il se retrouve en prison. Où sont les voleurs? Ils sont où, eux? On n'en parle pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut réagir. Il ne faut pas qu'on réagisse simplement quand il y a des soucis, on fait grève, on bloque. Il faut qu'on réagisse quand un compatriote à nous qui n'a pas de casier judiciaire, qui est quelqu'un de cohérent, qui vit dans la société, qui paye ses impôts, qui respecte, qui a une vie de famille, qui se retrouve aujourd'hui. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être chacun de nous. Quand on se défend aujourd'hui, eh bien, on est tout de suite emprisonné parce que nous, on ne fuit pas. C'est pas bourgeois qu'on va libérer, c'est simplement quelqu'un, un enfant, d'accord, c'est mon fils qu'on veut libérer, il a rien à faire là. La détresse de la mère, du père a été entendue par le procureur qui les a reçus en compagnie de leurs conseils. Il y a eu appel du jugement puisque nous considérons que le mandat de dépôt n'était pas justifié. Mais il y a quand même des règles de procédure à respecter et nous devons respecter les délais. Donc le procureur s'est engagé à transmettre le dossier au plus tôt à la Cour d'appel de Basse-Terre pour que la Cour puisse statuer au plus vite sur la demande de mise en liberté qui va être présentée dans les intérêts de Yohann. La Cour d'appel a jusqu'à 4 mois pour rejuger l'affaire. La demande de mise en liberté peut être statuée avant, mais il faudra tout de même attendre 2 à 3 semaines. Ils ont commencé cette nouvelle semaine à pied. Il s'agit des milliers d'usagers qui empruntent le réseau Carulis. Les grévistes affiliés à l'UGTG et la direction du transport urbain n'ont toujours pas débuté les négociations. Celle-ci concerne un cahier de doléances qui comprend pas moins de 34 points de revendication. Le point avec Yvan Lemar. Les 3 sites de dépôt des bus Carulis resteront bloqués jusqu'à nouvel ordre. L'assignation des grévistes au tribunal aujourd'hui n'a pas encore abouti. Alors les négociations, nous avons fait des séances de négociation avant le conflit là qui n'a pas rien. Et jeudi jour en fait, nous trouvons assigné depuis la semaine passée devant le tribunal là et décision là est envoyée à mercredi. Donc là en fait, nous commandons la reprise des négociations puisque tant que nous pouvons négocier, les sites qui ont été bloqués. Selon le syndicat, une plateforme de revendication de 34 points a été présentée depuis le 31 octobre, mais aucune n'a été traitée à ce jour. Alors, nous avons des revendications qui sont relatives au salaire,
aux conditions de travail. Nous commandons une augmentation de salaire de 300 €, entre autres, à la rémunération aussi, pour que ce salaire-là que vous payé corresponde à temps de travail que vous effectué en entreprise là. Conditions de travail qu'on dit, maintenance pour sécurité les usagers, les chauffeurs, et respect aussi des instances représentatives du personnel. Selon les grévistes, un service minimum est assuré pour les usagers, même si les gênes occasionnés par le conflit se font de plus en plus sentir. Nous avons dit en fait que le combat là, nous mené là en fait, c'est autant pour eux que pour nous, puisque nous avons demandé aménagement à réseau là, que nous créé des infrastructures qui permettent ces chauffeurs là de travailler dans de bonnes conditions, et aussi que on fait une organisation du transport en Guadeloupe, parce que pas ni pour un usager qui a pensé qu'il n'a pas souffert, des gens là s'organiser là en Guadeloupe. Selon l'UGTG, un courrier demandant la reprise des négociations a été envoyé aujourd'hui. Nous avons fait une demande d'interview pour avoir la position de la direction. Notre demande est restée sans suite pour le moment. Et la grève entamée la semaine dernière dans plusieurs bureaux de poste se poursuit. Ce lundi, c'était au tour des agents des abîmes de rejoindre le mouvement. L'éclairage, le détail avec Yvan Lemar. Après une semaine, les grévistes des centres courriers restent mobilisés. Celui des abîmes est rentré en grève aujourd'hui, mais certains sites ont obtenu gain de cause. Pratiquement dans tous les centres courriers, et particulièrement c'est là qui est en grève aujourd'hui, et c'est là aussi qui j'ai sorti en grève où nous trappons satisfaction. C'est le cas de Bastère, c'est le cas de Saint-François, c'est le cas de Pigeon où nous trappons des satisfactions, où la poste reconnaît en tout cas les mauvaises conditions de travail qui étaient dans ces centres-là. Et Bastère tout particulièrement où il y a un projet de réorganisation avant un vaste projet qui était en lot suppression de postes. Ils ont décidé de ajourner projet là ça et projeter à l'année prochaine et présenter aux organisations, en tout cas pour nous, une meilleure organisation. Parmi les causes de la colère des agents, la réorganisation du service courrier voulu par la direction pour faire face à la baisse du trafic colis et courrier. Si il y a une baisse de trafic, ça nous a dit que nous pas contester, il y a une baisse de trafic, il pas au terre que nous mettez. C'est pour ça que nous demandons une expertise au mois du mois de mars 2016, en la réorganisation qui est mise en place à Petit-Bourg. Et là, ils ont demandé expertise là, c'est les membres du CHCT qui ont demandé, les membres du CHCT ont demandé expertise là, et du fait à ça, la poste contestée, mais nous réussi fait, nous gagnons au tribunal, et la poste en tout cas accepté expertise là est faite, et si en l'expertise là, ça nous a basé nous en l'eau, parce que aujourd'hui là, aucun calcul n'a été fait sur la Guadeloupe. Aucune étude n'a été faite en Guadeloupe en les nouvelles organisations, ou même, nous avons dit, en les baisses de trafic là, ils ne pas capable de dire nous à qui estimation ils ont pensé, en tout cas qui chiffre à baisse de trafic là. Nous avons tenté d'avoir un commentaire de la direction. Notre demande n'a pas abouti pour le moment. Les négociations centre par centre sont en cours. Demain, le centre courrier de Pointe-à-Pitre devrait rejoindre le mouvement. Et au chapitre politique, le 100e congrès des maires a ouvert ce lundi à Paris. Les élus ultramarins pointent du doigt la dégradation des finances des communes et les annonces d'amputation de certaines aides, notamment la suppression de la taxe d'habitation. Le reportage de notre correspondant d'ATV Paris, Éric Dupuis. Ils sont près d'une centaine d'élus ultramarins à être venus sur Paris cette semaine. Tous ont des revendications différentes à porter et le premier à s'exprimer lors de cette journée consacrée aux Outre-mer, c'est l'édile de Cayenne qui tire la sonnette d'alarme sur l'accès des soins en Guyane. Je rappelais que si quelqu'un faisait un AVC en Guyane, il serait mal en point parce qu'on n'a rien pour le sauver. C'est pareil pour le don du sang, il n'y a pas le don du sang en Guyane. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais je crois qu'un jour, ça va vraiment éclater. Et je le dis souvent, vous savez, la mèche est allumée. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la longueur de la mèche. Autre revendication ultramarine, l'accès à l'emploi, et c'est la Guadeloupe qui évoque le sujet alors que la polémique sur la fin des contrats aidés a rythmé la rentrée dernière. On ne doit pas baisser le nombre de contrats aidés. Au contraire, on doit trouver d'autres solutions pour rajouter à cette solution de contrats aidés qui peut-être n'est pas la bonne, mais qui est déjà en place, et trouver une autre solution, le plan de formation que le président de la République a proposé. Rien de neuf pour des maires qui ont du mal à sortir d'une crise budgétaire profonde sans aide concrète, pécuniaire de l'État, et cela depuis de nombreuses années. Les répétitions, elles sont là, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière financière. Donc on est toujours coincé parce que le retard accumulé depuis de longues années, forcément, ça met du temps à revenir.
L'Association des maires de France, présidée par l'ancien ministre de l'Outre-mer, membre de l'opposition, compte bien mettre l'exécutif face à ces revendications ultramarines. Ce 100e congrès est placé sous l'objectif de la clarification de la relation de la décentralisation. Est-ce que oui ou non on est une république décentralisée? Si la réponse est oui, ce que nous souhaitons, dans ce cas-là, il faut donner les moyens, plus d'autonomie, plus de liberté, plus de garantie de continuité de l'État dans ses missions régaliennes. De temps forts sont attendus pour les Outre-mer lors de ce 100e congrès, une tribune sur les effets de l'évolution climatique devant l'ensemble des maires, puis le très attendu discours d'Emmanuel Macron. Ce sera jeudi en clôture. Et tous les enfants ont droit à l'éducation, à des soins s'ils sont malades, à un toit assez grand pour leur famille. Ce lundi 20 novembre, journée mondiale de défense et de proclamation des droits de l'enfant, rappelait à chacun le devoir de respecter ses droits fondamentaux. Pour marquer ce rendez-vous, la Maison de la Citoyenneté de Pointe-à-Pitre proposait tout au long de cette matinée des prestations présentées par les enfants des écoles des communes voisines. Reportage Linda Kayersi. Moi, je ne suis qu'un enfant et j'ai des droits. J'ai le droit de m'amuser. J'ai le droit d'être respecté et protégé. Dans le monde, des milliers d'enfants sont privés de leurs droits fondamentaux. Et cette journée veut justement rappeler qu'il est essentiel de les respecter. La journée internationale des droits de l'enfant, donc en fait c'est pour sensibiliser aux droits de l'enfant. Donc c'est grâce à la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant signée par les Nations Unies qu'on fête cette année le 28e anniversaire de cette convention. Ce matin, tous ces écoliers ont choisi d'apporter leur pierre à l'édifice pour protéger les enfants les plus vulnérables. On a le droit de chanter ce qu'on veut, on a le droit d'être aimé, de jouer, d'être dans une communauté et plein d'autres choses. Les enfants ont plusieurs droits. Nous avons le droit d'aller à l'école, de travailler, nous avons le droit d'être aimés par des personnes, par tout le monde. Je suis heureuse parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Ça nous instruit aussi des droits de l'enfant. Pour se faire entendre et rappeler tous ces droits élémentaires, ils ont chanté, dansé, mis en scène la vie quotidienne. À travers la scénette, c'est un vraiment pour faire comprendre aux enfants qu'on est là pour eux, on est bienveillants, les parents aussi sont là pour eux, mais qu'eux aussi, on attend des choses d'eux. On attend d'eux qu'ils aient un comportement d'élèves, ce qui n'est pas toujours le cas. Écoliers, parents, enseignants ont un rôle à jouer pour faire respecter les droits de l'enfant, pour l'aider à s'épanouir, se construire en tant que citoyen de demain. Et développer le goût d'entreprendre et prendre conscience des valeurs positives de l'entreprise. Tels sont les objectifs de la semaine Entreprise-École qui s'est ouverte ce matin au lycée Chevalier de Saint-Georges. Pour nous en parler ce soir, le chargé de mission sur le partenariat École-Entreprise du rectorat est avec nous. Marius Cancel, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, je l'ai dit, vous êtes le chargé de mission pour cette opération qui est menée par le rectorat. La semaine Entreprise-École, c'est le monde de l'école qui va à la rencontre du monde de l'entreprise. C'est un peu cela. Voilà, donc c'est la semaine École-Entreprise. C'est un moment fort qui marque le rapprochement entre l'école et l'entreprise, qui n'est plus à démontrer, puisque l'entreprise et à l'école souvent parce que les entrepreneurs, les entreprises de la Guadeloupe nous accompagnent en permanence sous diverses actions. Et c'est aussi l'école qui va vers l'entreprise. Mais là, c'est un moment fort puisque l'école-entreprise, c'est tous les jours parce que l'entreprise forme les enseignants, les élèves, les apprentis. Et voilà. Et puis c'est quand même la finalité, c'est de travailler à la fin. Cette semaine a d'ores et déjà commencé au lycée Chevalier Saint-Georges. J'ai vu que cette année, vous avez décidé de mettre un accent particulier sur les carrières scientifiques et industrielles au travers de témoignages de femmes ingénieurs. S'agit-il pour vous de déconstruire des stéréotypes à l'école ? C'est-à-dire que nous l'avons vu à plusieurs reprises que les métiers ne doivent pas avoir de sexe. Parce qu'une femme peut être amenée, et ça on le voit souvent, à exercer des métiers qui étaient dits masculins, et inversement aussi des hommes qui sont amenés à exercer des métiers dits féminins, tels que les maïeuticiens. Donc, c'est important. Donc, cette année, nous mettons en lumière les STI 2D, c'est-à-dire les sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Vous savez, c'est dans l'air, puisqu'il faut faire des économies d'énergie. En 2040, il n'y aura que des véhicules électriques. Donc, il faut former les jeunes à cette dynamique. C'est aussi
important pour notre territoire, hein, puisqu'on reçoit beaucoup de matériel et les déchets, il faut bien les recycler, il faut bien que ça serve à quelque chose. Et c'est aussi la découverte de métiers nouveaux, puisque dans l'architecture aussi, il faut faire avec l'environnement, avec le développement. C'est tout cela, voilà. Est-ce que toutes ces filières que vous venez de décrire ont des débouchés réels en Guadeloupe? Elles sont amenées à avoir des débouchés, puisque c'est dans l'air. Hein. C'est dans l'air et... C'est dans l'air et c'est sur Terre aussi? C'est dans l'air, c'est sur Terre et c'est dans notre évolution, voilà. Il y aura beaucoup d'échanges lors de ces journées dans différents établissements scolaires de la Guadeloupe. En quoi ces rencontres peuvent-elles être décisives pour ces jeunes? Donc, ces rencontres, comment dirais-je, c'est mettre les élèves en contact, en échange avec ces chefs d'entreprise qui vont leur donner une idée de ce que c'est que l'entreprise, qui vont leur donner des outils qui vont leur permettre de faire un choix dans la vie active, de pouvoir se positionner. Donc c'est très important puisque l'école c'est bien, on a la partie théorique, on montre aux élèves ce que c'est, mais il nous faut les professionnels avec nous pour nous conforter dans ce que nous avançons. Oui, pour qu'ils touchent du doigt. Est-ce que le rectorat a pu justement mener des études pour mesurer si ces opérations ont un réel impact sur les élèves? Pour l'instant, sur l'opération Entreprendre en lycée, par exemple, nous sommes en train de faire des statistiques, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont passés par Entreprendre en lycée, par exemple, et qui ont monté leur entreprise, de vraies entreprises, et même des élèves qui étaient en situation de décrochage scolaire et qui ont pu raccrocher. Donc, leur montrer la réalité, je pense que c'est nécessaire. Est-ce que c'est une réalité à laquelle prend part justement les entreprises guadeloupéennes? Les entreprises guadeloupéennes sont très partenaires, elles sont très citoyennes dans la mesure où elles nous accompagnent sur énormément d'actions et elles en demandent parce que je suis très très sollicité par les associations qui nous accompagnent, l'UDE-MEDEF, 100 000 entrepreneurs, BGE, à la sensibilisation de l'économie sociale et solidaire, etc. Voilà, je ne pourrais pas toutes vous les citer, mais elles sont toutes présentes et encore une fois, je leur remercie au nom de Monsieur le Recteur. En tout cas, vous avez décidé cette année de mettre l'accent, on l'a dit tout à l'heure, sur toutes ces filières destinées a priori aux hommes et qui s'ouvrent également aux femmes. Et puis, quelles sont les autres nouveautés? Les autres nouveautés, vous savez que chaque année, nous mettons l'accent sur quelque chose, mais toutes les filières ont quelque chose de nouvel en elles, puisque nous sommes amenés à évoluer. Voilà. Merci Marius Cancel d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous parler de cette opération dont c'est la 18e édition cette année. Nous nous intéressons ce soir à l'association, vous connaissez peut-être, Guadeloupéenne pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte. Elle a fêté aujourd'hui ses 50 ans à Blanchette-Gourbert, 50 ans de combat pour protéger les enfants. Une histoire contée ce soir par Anne-Elisabeth Artsen. On regarde ensemble. L'Association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte a 50 ans. L'occasion pour celle-ci de présenter au public les actions menées durant ces années. C'est d'abord une activité de service auprès d'enfants, auprès d'adolescents, auprès de jeunes adultes, qui a été créée en 1967 par l'Association guadeloupéenne de sauvegarde. Qu'a fait cette association? Elle s'est occupée d'enfants qui étaient porteurs de handicap, en créant des établissements bien sûr aidés par des fonds publics, mais aussi par des fonds privés et l'engagement de bénévoles, mais aussi l'engagement de personnes civiles, l'engagement de personnes religieuses comme l'évêché qui nous ont fait don du premier terrain que nous avons eu pour construire cet établissement, et aussi l'engagement citoyen. Notre objectif, ça a été de faire des bilans à des enfants et de pouvoir mettre en place la formation, l'apprentissage le mieux adapté à leurs problématiques. Comme un symbole, Joël, 50 ans, ancien pensionnaire de l'Institut, est de retour sur les lieux de son enfance pour l'occasion. Je suis entré à l'IMP, j'étais tout jeune homme, et je ne savais pas lire ni écrire. Et j'ai appris à lire, à écrire avec un professeur qui s'appelle Richard. Il y a eu Richard, Eugénie, tout le reste des professeurs. Et je peux vous dire que après quelques années, j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'en entrant ici,
Je ne savais rien faire, rien. Et si vous voulez, ici, on est en famille. Moi, ça m'a apporté que du bonheur. En 50 ans d'années que je suis passé ici, ça a été un truc formidable même, rien à dire. On faisait du sport, on sortait à l'extérieur, on faisait de la piscine, on faisait du football, on allait partout. Et on allait en colonie de vacances avec Madame Aral, qui était la cuisinière. Créer des organismes adaptés à l'enfant, l'adolescent et l'adulte en situation de handicap, qu'ils soient physiques ou mentaux, afin de les accompagner dans leur épanouissement personnel, c'est la mission de l'association, en dispensant à ces jeunes une scolarité adaptée et appropriée à leurs capacités, tout en leur assurant une action éducative favorisant leur autonomie. La laïcité enseignée dès le plus jeune âge, le projet académique pour mettre en lumière les valeurs de la République a été abordé aujourd'hui à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de la Martinique. Une thématique importante mais difficile à expliquer aux jeunes enfants. C'est donc sous forme de village qu'il a été présenté à environ 300 écoliers. Reportage Loïc Régis. Le principe de laïcité existe depuis les fondements du système scolaire en France. Basé sur la liberté d'opinion, de culte ou de croyance de chacun, ce principe est souvent méconnu des élèves. C'est en rapport avec les droits de l'enfant, ce que les enfants ont le droit d'avoir. C'est que j'ai une religion que mes parents ont aussi, mais je ne sais pas si on peut parler ça à l'école. Les droits des enfants, c'est quelque chose qui est très très important pour vivre ensemble, pour se respecter les uns les autres. Dans les écoles, une charte de 15 articles doit être affichée depuis septembre 2013. Affichée, oui, mais pas toujours expliquée. Même en étant adulte, on voit le sens de la laïcité, mais je pense que des fois c'est un petit peu déformé et on sort souvent du texte fondamental. Donc pour les enfants, c'est encore beaucoup plus difficile. On peut traiter de sujets tels que la laïcité et les droits de l'enfant. Après, il s'agit de notions, surtout pour la laïcité, qui peut être un petit peu abstrait pour les enfants. Donc c'est vrai qu'il est toujours intéressant de s'appuyer sur des exemples concrets qui vont toucher à leur quotidien. Pour l'éducation nationale, il s'agit de lutter contre toute forme de discrimination. L'école a la mission de partager et diffuser les valeurs de la République. La laïcité est bien souvent présentée comme une condition du savoir-vivre. Et ça, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui commence à la maternelle et qui va jusqu'au lycée. Est-ce qu'on leur présente ce principe à l'école ? Alors après, on leur présente le principe à l'école. Alors évidemment, quand vous avez en face de vous des élèves de maternelle, vous n'allez pas leur parler de laïcité telle qu'elle. Mais par contre, ça fait partie du programme des cycles 2 et du cycle 3 dans le cadre de l'EMC, l'enseignement moral et civique. Les enfants doivent devenir à terme les ambassadeurs de cette laïcité. Connaître et faire vivre son esprit citoyen demande forcément de respecter l'autre. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous le verrons. L'EHPAD Le Sacré-Cœur de Basse-Terre qui tente de développer la culture de la sécurité des patients. Et puis nous verrons qu'en Guyane, comment les Guyanais tentent de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles. Dans le milieu médical, on les appelle des événements indésirables. Les erreurs médicales peuvent se produire dans tous les établissements de soins, pouvant conduire parfois au décès du patient. Ainsi, de nombreux centres de soins tentent d'instaurer et de développer une culture de sécurité des patients auprès des soignants. C'était le cas ce matin à l'EHPAD Le Sacré-Cœur à Basse-Terre. Anne-Elisabeth Artsen y était. Une semaine pour l'hygiène et la sécurité, c'est le programme qui attend personnel et pensionnaires de l'EHPAD du Sacré-Cœur. On a voulu sensibiliser un peu tout le monde, donc les résidents de l'EHPAD, le personnel et aussi les familles pour le vaccin de la grippe. Ensuite, on va mettre en place au niveau hygiène des mains et hygiène bucco-dentaire. Donc, on a fait une petite danse de Zumba sous l'hygiène des mains pour pouvoir faire un peu la prévention sous l'hygiène des mains, puisque c'est jamais bien fait, on va dire. Ensuite, au niveau sécurité, on a prévu de faire la prévention des chutes avec les différents kinésithérapeutes. Mercredi matin, très important, on fait un café vaccination avec le personnel afin qu'ils puissent venir se faire vacciner. Et donc, du coup, il y aura la présence des familles aussi. Et s'ils veulent bien se faire vacciner, ils se feront vacciner. Sinon, au niveau des résidents, pratiquement tout le monde a déjà été vacciné. Donc là, on est bon sur ce point. Il y a beaucoup de personnel qui ne veulent pas se faire vacciner, justement. Et nous, on a voulu, justement, faire un point dessus pour pouvoir les inciter à se faire vacciner.
Madame Olivier fait partie des patients qui ont voulu se faire vacciner durant cette semaine, bien que très rarement malade depuis son arrivée il y a 3 ans. J'aurais voulu que le vaccin me réussisse. Je suis guère grippée. Je n'ai guère de grippe. Depuis que je suis ici, j'ai eu la grippe une seule fois. Eh bien, c'est très bien de voir que l'EHPAD nous a vaccinés, car c'est un préventif pour la grippe. On n'a pas la grippe aussi fort qu'auparavant. Cette semaine consacrée à la santé et à la sécurité des patients a donc pour mission d'améliorer la prise en charge de ces derniers et de ce fait rendre systématique la culture de la sécurité pour tous les acteurs de santé. Et le gaspillage alimentaire coûte cher aux collectivités. En Guyane, le budget annuel de la Caisse des écoles s'élève à 900 000 €, une somme qui ne cesse d'augmenter au fil des ans. La communauté d'agglomération du centre littoral cherche à connaître ce que représente ce gaspillage dans son budget. Direction les établissements scolaires où a débuté cette enquête. Jonathan Lariot. À la cantine de l'école élémentaire Jacques Lony, le repas prend une autre tournure. Les restes sont récoltés avant d'être jetés. Après avoir rassemblé ce qu'il reste des assiettes des enfants, il est temps de le peser. 13 kilos au total, une somme assez impressionnante non consommée par les enfants. Un résultat sans appel pour Jean-Albert Villeroy, consultant en marketing alimentaire, qui estime que trop de nourriture est gaspillée. D'après les informations que m'a donné donc la Caisse des écoles, la première tournée qu'on a pesée, il y avait à peu près pour 400 grammes de pain qui va aller à la poubelle. Environ une douzaine de kilos de déchets dans lequel on va retrouver aussi bien l'entrée et les plats de résistance et environ 600 grammes de déchets au niveau des desserts. Ce contrôle est la première phase du projet de territoire zéro déchet. Son objectif, réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. Pendant toute la semaine, ce sont les établissements scolaires qui seront concernés par ce type de surveillance. L'objectif est de déterminer l'origine du gaspillage. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que dans les écoles, il y a suffisamment à manger pour les élèves? Est-ce que la qualité de ce que nous leur proposons est bon? Et si ce que nous proposons n'est pas bon, il y a gaspillage. Donc tout ça, ça nous demande de réorienter notre politique en matière de qualité des cantines. Voilà. Et dès qu'il y a gaspillage, bien entendu, il y a aussi des budgets qui explosent. Le projet Zéro Déchet ne se limite pas à ce genre de contrôle. D'autres opérations devraient avoir lieu. L'une d'entre elles, la distribution de poules pondeuses, commencera dès demain à Matoury, puis s'étendra dans toutes les communes de Guyane. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Les coupures d'eau auront lieu demain dans les villes de Goyave et des Abîmes à partir de 18 h avec un retour à la normale prévu le lendemain dès 6 h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au RSMA de Camp-du-Gomi à la Jaille, à Bemao de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 20 novembre. À la une ce soir, nous l'avons vu, la colère des proches de Yohanna Dimoulon. Ils ont marché de Petit-Bourg au palais de justice de Pointe-à-Pitre pour réclamer sa remise en liberté. On saura si la justice accède à sa demande, à leur demande en tout cas, dans 3 semaines. Et le GTG paralyse toujours la société de transport Carulis. Les bus ne sortent plus des dépôts. Le référé intenté par la direction a été mis en délibéré à mercredi prochain. En attendant, les deux parties campent sur leur position et des milliers d'usagers se retrouvent à pied. C'était la journée mondiale de défense et de proclamation des droits de l'enfant. Aujourd'hui, des dizaines d'élèves des écoles des Abîmes, de Bemao et de Pointe-à-Pitre ont célébré l'événement en rappelant que les enfants doivent être protégés, éduqués et défendus, mais qu'ils ont également des devoirs. La sécurité et l'hygiène des patients étaient au cœur d'une journée organisée à l'EHPAD Le Sacré-Cœur à Basse-Terre. Cette manifestation a pour but d'améliorer la sécurité des prises en charge et de faire progresser la culture de la sécurité de tous les acteurs de la santé. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.